Bonjour, bienvenue dans Semence Mag, le magazine qui vous explique le fonctionnement, les enjeux de la filière semences française. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Première journée, ça vient d'ouvrir ses portes sur le plateau de Village Semences, organisé par l'interprofession de la semence en France, SEMAE. Et nous parlons ce matin de notre souveraineté semencière. Comment assurer un approvisionnement suffisant en semences de qualité? Voilà la question qu'on va se poser. Une question qui peut paraître étonnante, incongrue, tant nous sommes, la France, les Français, un très grand pays producteur de semences, à tel point que nous sommes le premier exportateur de semences au monde. Cocorico, on en est fiers, mais est-ce que ça veut dire pour autant que nous sommes autosuffisants totalement pour nos besoins de semences? Est-ce que ça veut dire surtout que nous serons demain à long terme autosuffisants pour notre approvisionnement? Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des fragilités? Et comment y répondre à ces inquiétudes et à ces fragilités pour assurer notre appro en semences à long terme? Voilà ce dont on va parler. On a 20 minutes, pas une de plus. Bienvenue dans la planète semences et ses mystères. C'est parti. Bonjour Anne-Laure Fondeur. Bonjour. Vous êtes directrice de la qualité et du contrôle officiel des semences et des plants en France, ce qu'on appelait jadis le SOC. Bonjour Étienne Rogost. Bonjour. Vous êtes directeur d'Exeliance, une union de coopératives spécialisée dans la production de semences. Et bonjour Julien Dive. Bonjour à tous. Vous êtes député Les Républicains de l'Aisne, vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et responsable des questions agricoles pour votre groupe LR à l'Assemblée. Julien Dive, première question pour vous. Question très forte aujourd'hui qu'on ressent très fortement sur ce salon. Pourquoi la question de la souveraineté alimentaire et agricole se pose véritablement plus aujourd'hui? Déjà, la semence, c'est la base, c'est le premier maillon de la chaîne, on le dit souvent. C'est un patrimoine, parce que c'est quand même quelque chose qui est travaillé depuis des générations, qui est préservé, il y a une sélection qui est menée depuis des décennies. Et puis, c'est l'avenir. C'est un patrimoine, mais c'est l'avenir, parce que c'est le maillon de la chaîne qui nous amène à avoir des productions de qualité, des productions sécurisées. Donc évidemment, dans le cadre d'une souveraineté alimentaire qui est essentielle, dans le cadre d'une souveraineté agricole, la question de la semence est primordiale. Étienne Regaud, la souveraineté semencière, elle est indispensable aujourd'hui pour notre souveraineté alimentaire? La question, je la pose différemment. À quoi sert la semence dans notre souveraineté alimentaire? Elle est utile, comme le disait Julien à l'instant, parce que c'est le premier maillon de la chaîne de production agricole, mais elle l'est aussi pour toutes les filières qui constituent la matière première. Donc elle est indispensable, avec la nécessité de respecter le cahier des charges, justement, des transformateurs, distributeurs. Est-ce qu'on peut être souverain dans notre alimentation sans la souveraineté semencière? Alors là, ça me paraît difficile, je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus en détail, mais aujourd'hui, c'est un maillon indispensable qui s'inscrit dans une filière qui est aujourd'hui d'excellence pour le marché France. Anne-Laure Fondeur, la souveraineté semencière indispensable aussi à vos yeux, pourquoi? Tout d'abord parce que la semence est au premier maillon de la chaîne alimentaire, de la chaîne agricole. Aussi parce que c'est un enjeu de préservation de nos environnements, de contribution à un façonnage des paysages, à la biodiversité. Voilà, comme l'a dit Monsieur Dive tout à l'heure, ça fait des décennies que on regarde les variétés, on les sélectionne. Ça façonne notre paysage et ça façonne notre alimentation d'aujourd'hui et de demain. Alors, on a bien compris que, évidemment, sans semences, on n'a pas d'agriculture. Sans agriculture, on n'a pas de souveraineté alimentaire. Je pense que le lien n'est pas difficile à comprendre. Nous sommes un très grand pays producteur de semences. Je l'ai dit, je le rappelle, premier exportateur au monde. On est vraiment très fiers. Pourquoi? Parce qu'on a un contexte pédoclimatique exceptionnel, un climat des terres favorable. On produit bien, on a un savoir-faire, on produit beaucoup et on exporte donc énormément, à tel point qu'on est le premier pays exportateur de semences au monde. Donc, a priori, tout va bien. Mais malgré tout, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des inquiétudes pour notre souveraineté? Je repose la question différemment. Qu'est-ce qui peut menacer, fragiliser notre souveraineté semencière qui est donc indispensable, on l'a bien compris? Je me tourne d'abord vers vous, Étienne Regaud. La multiplication qui est la production chez les agriculteurs producteurs de semences, la multiplication de semences, est-elle menacée? Est-ce que les agriculteurs producteurs de semences peuvent réduire leur surface ou même carrément arrêter de produire? Alors je dirais, je fais une distinction aujourd'hui dans ce qu'on constate avec l'évolution des conditions climatiques.
sur le sud de la France, notamment sur des espèces comme le maïs, par exemple, ou le blé dur, des difficultés aujourd'hui liées pour des conditions de coût de chaleur qui viennent pénaliser le rendement des productions de semences. On l'a vu l'année dernière, des températures qui approchent les 40 degrés vont générer des difficultés de fécondation. Donc ça, c'est une première difficulté. Je parle bien pour les zones plutôt au sud. On l'a aussi un petit peu pour le blé dur, puis les conditions de réduction des réserves hydriques. Donc ça devient extrêmement compliqué. Pour autant, sur la partie plus au nord, moi je travaille plus sur la partie nord, donc sur notamment des céréales, pas trop de difficultés, donc beaucoup moins d'inquiétudes. Alors, moins d'inquiétude d'un point de vue, j'allais dire, climatique, même si j'ai bien entendu, sur le sud, la chaleur, l'accès à l'eau est devenu un problème, pour multiplier. Est-ce qu'il y a des soucis, j'allais dire, de rémunération, de concurrence avec d'autres céréales? Alors, évidemment, là, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les commodities sont à des niveaux de prix relativement élevés, soutenus. Donc, l'intérêt de la multiplication, puisqu'il y a un intérêt pour le multiplicateur d'une surprime, quelque part, elle est minimisée proportionnellement au prix de la consommation. Donc, effectivement, c'est un peu plus difficile. On en discute régulièrement au sein de nos interprofessions. Donc, une petite inquiétude. Donc, il faut trouver des solutions pour continuer d'attirer, faire de la multiplication, et puis parler de ce qu'on apporte à la génétique. Sécuriser les marges. Adelan Fourdeur, d'un point de vue global, statistique, est-ce qu'on perd de la surface? Est-ce qu'on perd des producteurs de semences? Alors, d'un point de vue chiffrage, le nombre d'agriculteurs multiplicateurs, donc les agriculteurs qui multiplient des semences, diminue dans des proportions plus faibles, mais suivent l'évolution des exploitations agricoles, mais de manière plus faible. En revanche, on voit clairement les surfaces moyennes par exploitation augmenter avec le temps. Là, l'enjeu aujourd'hui sur cette question-là, c'est essentiellement, comme dans le reste de l'agriculture, le renouvellement des générations. C'est-à-dire continuer à motiver des agriculteurs à rester dans le réseau de multiplicateurs. Julien Dive, question à l'homme politique. Vous avez entendu que climatiquement, c'est parfois plus difficile. La rémunération, la concurrence d'autres productions qui aujourd'hui sont très bien rémunérées fait que l'intérêt pour la semence, relativement, comparativement, peut paraître plus faible. On voit qu'il y a une légère érosion, on va dire ça comme ça, tendance naturelle de l'agriculture, mais on part de niveaux plus bas. Évidemment, il y a moins de multiplicateurs que d'agriculteurs globalement. Pour l'homme politique que vous êtes, comment est-ce qu'on peut sécuriser pour l'avenir notre approvisionnement en semences au niveau de la production chez les multiplicateurs? Alors déjà, vous avez évoqué tout à l'heure la position de la France, premier exportateur mondial, grand producteur de semences. C'est pas parce qu'on est numéro 1 qu'il faut se reposer sur nos lauriers. Parce que la plus grande menace, c'est justement de ne pas être vigilant, de ne pas veiller justement à préserver cette position numéro 1. Alors le but, c'est pas d'être numéro 1 pour être numéro 1, c'est surtout d'être autonome, d'avoir une réelle souveraineté en matière de semences. Parce que derrière, je le redis, nous évoquions dès le début de notre débat, c'était derrière avoir une autonomie, une souveraineté dans l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il faut être vigilant, premièrement, sur les freins que nous pouvons, nous, en tant que responsables politiques, législateurs de surcroît, mettre. Ah oui, les freins réglementaires, politiques. Réglementaires, les freins législatifs, il y a un maquis de normes qui crée une situation d'instabilité pour les producteurs qui est aussi réelle, bien sûr, pour les semenciers, pour les multiplicateurs, qui de fait les met en situation d'incertitude. Je prends un exemple concret. Ce qui s'est produit il y a quelques semaines avec l'arrêté de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne sur les néonicotinoïdes. Et la betterave. La betterave à sucre. Le premier acteur concerné, c'est évidemment le semencier, le producteur de semences de betterave qui utilisait aujourd'hui, proposait justement ces semences enrobées. S'il veut pouvoir s'affranchir de ces phytosanitaires, il lui faut travailler sur des sélections variétales robustes qui permettent justement d'avoir des cultures résistantes aux aléas climatiques, aux ravageurs, le puceron de la betterave, au stress hydrique. Il faut qu'il le fasse, il faut qu'il puisse le faire. Moyen de le faire, ça passe par évidemment par une sûreté dans la perspective réglementaire et législative, et ça passe par des moyens de recherche, et ça passe aussi par du temps. Ça passe aussi par du temps. Étienne Regaud, est-ce qu'on a les usines? Parce qu'une semence, c'est pas que de la production. On la traite, on la trie, on la travaille avant de la vendre. Est-ce qu'on a les usines? Est-ce qu'on a les capacités productives de traitement de la semence aujourd'hui en France? Est-ce qu'on l'aura demain? Alors, je pense que oui, nous, on en représente en tant que les producteurs, on est l'interface entre le monde de la sélection et puis les metteurs en marché.
Alors aujourd'hui, oui, en France, on a un tissu d'entreprise qui est bien installé, avec aussi des évolutions possibles. On va pas développer. Continuez. Sur des nouveaux process. Mais donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de l'équipement des usines, la France est aussi un pôle d'excellence. Paul C'est Dexter, reconnu. vous avez, vous, justement, créé une usine en un mot, parce qu'on a peu de temps. Quels sont les moyens les plus technologiques que vous avez mis en place là pour justement favoriser la semence de demain? Alors effectivement, on a uni des moyens avec différents groupes coopératifs sur le grand Nord-Ouest. Excellence, donc. Exeliance, voilà, c'est le nom de notre union. Alors c'est vrai qu'on a pu mettre des nouveaux process avec des nouveaux appareils, puisque ça évolue aussi. Un Ah, exemple? Avec, par exemple, on a pu robotiser des parties un peu pénibles et puis aussi sécuriser le travail pour les salariés. Et puis avoir surtout une régularité de produits revendus, quelles que soient les conditions de l'année. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise des lecteurs optiques infrarouges extrêmement précis dans les usines? Oui, là vous faites allusion au trieur optique. Donc c'est des appareils de dernière génération qui demandent un vrai pilotage aussi. D'accord. Donc une spécialisation au niveau des opérateurs, voilà, tout simplement. Ça, vous l'avez chez vous, hein? Tout à fait. Vous l'avez chez vous. Anne-Laure Fondeur, vous qui êtes en charge du contrôle et de la qualité, la question qu'on se pose, c'est avoir des semences, c'est bien, mais des semences de qualité, c'est mieux. Est-ce que demain, on aura toujours des semences de qualité, sachant qu'aujourd'hui, je le dis avant que vous le disiez, on est déjà, nous, Français, à un très haut niveau de qualité. Est-ce que ce sera encore le cas demain? On a un dispositif aujourd'hui, Monsieur Dive évoquait tout à l'heure, la normalisation, c'est aussi, ça fait aussi partie de nos forces historiques et de notre capacité à être devenu le premier exportateur mondial. Maintenant, on ne parle pas exactement des mêmes aspects réglementaires. La réglementation sur la qualité et la technicité française a fait qu'aujourd'hui, on a un leadership européen, on a un leadership dans l'exportation mondiale. Ça passe aussi du coup par maintenir notre présence notamment au niveau interprofessionnel à l'appui de l'État sur l'ensemble des instances de normalisation internationale, parce qu'il faut quand même le savoir, la semence est réglementée au niveau d'abord international avant européen et national. Le point d'attention pour demain, c'est de faire en sorte, comme c'était évoqué, que les normes ne deviennent pas un frein au développement en particulier de l'innovation, au maintien de la ressource phytogénétique, au maintien de la conservation et au développement de l'innovation en particulier de la sélection. Donc pour ce faire, on a une série de normes actuellement au niveau européen qui sont en phase de révision. Parce que les normes aujourd'hui peuvent être contraignantes, peuvent nous bloquer un petit peu dans notre travail de sélectionneur. Exactement. Enfin, les normes, en fait, ont été conçues dans les années 60 sur un système qui est celui en Europe de la PAC des années 60, donc avec énormément d'objectifs de moyens dans les normes. On voit tout de suite que quand on donne des exigences de moyens, donc les moyens, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour produire, on peut avoir tendance à freiner l'innovation. On peut aussi avoir tendance à ne pas avoir anticipé certaines évolutions des conditions de production. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des agriculteurs multiplicateurs, du fait de la réduction de l'accès à certains produits phytopharmaceutiques. On a tendance à voir se développer par exemple, la double culture sur une parcelle. Aujourd'hui, la lecture des normes internationales fait que, en théorie, on n'a pas le droit de le faire. Oui. Ça n'a aucun sens technique quand deux semences n'ont pas de chance de se croiser entre elles. Oui. Donc voilà, un exemple très concret sur lequel on a besoin de travailler pour être plus ouvert, pour adapter notre système de production aux évolutions climatiques et aux évolutions et aux innovations de production. C'est ce que vous êtes en train de faire, j'allais dire, relire, revoir toutes ces normes pour les adapter à demain, j'allais dire de passer d'une exigence de moyens à une exigence de résultats, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien l'objectif aujourd'hui dans le secteur agricole et de l'alimentation. La majorité des normes européennes sont des obligations de résultats. Donc, obligation de résultats, ça veut dire qu'on demande aux producteurs d'atteindre le résultat attendu et on leur dit pas quels moyens ils doivent mettre en œuvre pour le faire. Tout ce qu'on attend, c'est que les moyens sécurisent le résultat. Et là, on a une difficulté dans la réglementation de semences parce qu'elle est toujours fondée sur des obligations de moyens. Donc là, nous, ce qu'on souhaite, c'est basculer vraiment, comme l'ensemble de l'agriculture et de l'agroalimentaire, dans un objectif de résultat avec les moyens laissés à la charge de l'innovation, de la production, de l'ensemble des productions agricoles au niveau des producteurs de semences. Julien Dive, en France, on le sait, on a une très grande tradition. On l'a déjà dit, je le rappelle. On a un grand nombre aussi d'entreprises
plutôt petites et moyennes, même si on a des grands groupes internationaux sur notre sol et on en est fiers de les accueillir, parce que je le rappelle, on a un contexte pédoclimatique favorable. Mais malgré tout, dans ce monde de concurrence globalisée, il y a de très grands groupes et nos entreprises qui sont plus petites. Y voyez-vous un risque d'écrasement, le terme est peut-être fort, en tout cas un risque de concurrence qui pourrait nous porter tort à l'avenir? Alors, quand vous êtes leader, vous avez plein de challengers qui veulent vous faire tomber pour prendre votre place. À ça, tout le monde veut notre place. C'est souvent comme ça. C'est le jeu. Donc la question des semenciers n'échappe pas à la règle. Sur ce sujet-là, je pense que c'est le rôle, quand j'évoquais il y a quelques instants, la nécessité d'être en veille, d'être en prospection, d'être vigilant sur les forces que sont les nôtres. Pas uniquement parce qu'on est les plus forts, mais aussi parce que c'est un enjeu sanitaire. Avoir des semences de qualité, c'est des semences de qualité qui répondent à des standards à la fois sanitaires, climatiques, mais aussi pour la santé publique de manière générale. Donc, il est évident que d'avoir ces standards forts, de répondre à ces standards, de rester leader, c'est une force réelle, c'est un enjeu pour notre pays par rapport aux importations qu'il pourrait y avoir sur le sol européen. Donc déjà, j'allais dire maintenir la qualité, comme Anne-Laure Fondeur vient de nous l'expliquer, c'est déjà se protéger. C'est déjà une forme de protection si on veut, même si ça ne doit pas tourner à l'extrême, comme je l'évoquais il y a quelques instants, parce qu'il faut aussi qu'on ait une forme de stabilité Et des échanges. nous étions d'accord sur ce point-là. Pour autant, ça veut dire aussi qu'il faut rester vigilant sur les nouveaux entrants, éventuellement, qui viendraient d'autres continents, avec des semences parfois mieux disantes, qui ne répondraient pas à certains standards. Parfois, quand je dis mieux disantes, c'est-à-dire Ouais, moins cher, vous voulez dire mieux disons que c'est moins cher, quoi. Hein. absolument. Et donc, de fait, avoir un risque derrière, surtout que quand on l'a vu sur certaines filières, notamment sur le bio, il y avait une forme de comment dire, forme Parlez bien dans le micro. d'ouverture du marché sur le partage de semences, sur les échanges de semences qui se fait. Alors, c'est certes sur des niches, mais il n'empêche que c'est comme ça que commencent les dérives. D'accord, donc pour vous, il faut sécuriser le marché en termes d'abord d'exigences sanitaires et de qualité de la semence. C'est comme ça qu'on se protégera, qu'on évitera les importations, j'allais dire, un petit peu mieux disantes. Étienne, vous êtes d'accord avec ça? Alors, totalement en phase. Hein. Donc totalement en fait. C'est un risque aussi pour vous? Disons qu'il y a toujours un risque. Moi, je vois, il y a les normes qu'on a évoquées, les normes produits, mais il y a toutes les normes systèmes aussi qu'on peut mettre en place pour se protéger. D'accord. Dernière question, parce qu'il nous reste encore 1 minute et demie. Comment est-ce qu'on fait pour répondre aux évolutions de marché à la demande? On voit bien que les évolutions du consommateur, et c'est bien normal, changent, évoluent. Comment est-ce qu'on fait pour être toujours en veille, toujours à la pointe? Parce que si on ne produit plus les semences que réclament le consommateur, on va sortir du marché. Anne-Laure. Alors, rapidement, l'enjeu de surveillance de l'ensemble des évolutions de production et de demande, ça fait partie du travail qu'on a au niveau du contrôle, au niveau de l'interprofession, c'est-à-dire regarder en permanence c'est quoi la demande, c'est quoi l'utilisation pour, le cas échéant, accompagner les producteurs à produire pour le marché. Pour regarder le marché. Oui, on regarde, en fait, ça fait partie des exigences pour le contrôle et ça fait partie des missions de l'interprofession de regarder statistiquement les évolutions de volume et d'utilisation pour s'assurer que les contrats et notamment la contractualisation obligatoire en France permet de répondre à ces demandes-là. Je reviendrai aussi rapidement parce que c'est un enjeu qui a été évoqué sur la circulation internationale. Il se trouve qu'en semences, on est relativement pionnier sur ce que vous appeliez la protection à l'importation. Il se trouve qu'en semences, depuis le milieu des années 60, l'Organisation européenne de développement, l'Organisation économique internationale de développement, l'OCDE, a mis en place des schémas semenciers et ils sont repris au niveau des normes européennes. Et donc, pour entrer en Europe, les semences doivent répondre aux mêmes normes que la norme européenne et les systèmes semenciers, on va même plus loin que juste le produit. On peut reconnaître les systèmes comme équivalents au système européen. D'accord. Nous, on est assez défenseurs de ça, défenseurs aussi dans l'ensemble des traités internationaux. Encore une fois, je le répète, notre vision dans les instances internationales nous permet d'avoir un cran d'avance en fait sur les évolutions globales des besoins et s'assurer qu'on est toujours en leadership. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci à nos invités. Semence Mag, c'est fini pour ce matin. Mais Village Semence continue toute la journée. À tout à l'heure.